Ah, ce petit canapé rouge, il me fait toujours penser à Michel Drucker et à Vivement Dimanche Prochain. Je ne sais pas ce qu'ils en pensent, mais moi, ça me fait toujours penser à ça. Bref, bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Laissez-moi premièrement vous présenter tous mes vœux pour cette nouvelle année, même si je ne vous cache pas que je vais être assez pessimiste dans le sens où je ne vais pas vous souhaiter une bonne année, mais plutôt une bonne chance, un bon courage, puisqu'on sait que malheureusement avec ce Covid qui n'en finit plus, on ne va pas forcément passer une très bonne année. Bref, aujourd'hui on va faire le point, puisque beaucoup me l'ont demandé, le point sur l'éthanol, puisque pour ceux qui me suivent depuis un petit moment déjà, vous savez que ça fera bientôt 2 ans que j'ai acheté une Audi TT et que je l'ai converti directement à l'éthanol, puisque après avoir fait un demi-plein à la 98, j'ai senti le mal passer, et à l'époque c'était pas aussi cher qu'aujourd'hui. Donc on va faire le point de voir la différence entre ce que ça m'a coûté aujourd'hui en comptant la conversion éthanol, les bougies spécifiques, etc., avec également la surconsommation liée à l'éthanol, par rapport à la 98 et également de la 95 E10. Alors bien sûr, avant de débuter cette vidéo, je tenais à préciser aux éventuels détracteurs qui passeraient par ici que, encore une fois, c'est une vidéo sur mon retour d'expérience personnelle, sur mon véhicule personnel, et que ça n'engage que moi, et que c'est uniquement dans le but d'informer pour ceux qui se poseraient encore la question de passer ou pas à l'éthanol, en sachant les avantages et les inconvénients de ce dernier. Je suis également pas là pour relancer l'éternel débat des pour et des contre l'éthanol, même si vous savez depuis très longtemps ma position et mon avis là-dessus, puisque selon moi je suis plus que favorable là-dedans, car il y a 2 gros points positifs selon moi encore une fois, à savoir l'économie et l'écologie, ce qui n'est pas le cas toujours de l'électrique, mais ça c'est vraiment un autre débat. Et je pars également du principe que si l'éthanol était si corrosif que ça, qu'on essaie de nous faire croire depuis très longtemps, déjà premièrement il ne serait pas aux pompes, il ne serait pas également proposé sur des véhicules à plus de 100 000 € s'il y avait un quelconque risque de casser un moteur ou les accessoires périphériques, à savoir le turbo. Et je pars également du principe que si j'aurais dû avoir un problème en 30 000 km, ça serait déjà passé, ce qui n'est pas le cas. Le véhicule qui est concerné aujourd'hui, je tiens à le préciser, ça a son importance sur la conso, c'est donc mon Audi TT MK2 8J de décembre 2011 équipé d'une 1,8 litre 160 chevaux avec une boîte mécanique 6 rapports et également une traction standard, c'est pas donc une version Quattro qui du coup est plus légère qu'une Quattro et du coup consommera moins qu'une version DSG 6 ou DSG 7. Rentrons maintenant dans le vif du sujet puisque c'est ce que vous attendiez depuis le début. Et parlons chiffres, donc sortez les Doliprane puisque ça va pas mal vous piquer le cerveau. Pour rappel, j'ai fait 30 000 km à l'éthanol et j'ai fait une reprogrammation moteur. Je n'ai pas fait donc appel au service de l'État avec le boîtier homologué par l'État qui est plus cher. Donc on va vraiment se baser aujourd'hui sur une reprogrammation moteur à 450 € de moyenne. Même si ça peut être plus, ça peut être moins. On peut, avec la TT, mettre 62 litres de carburant dans le réservoir. Et le prix moyen de l'éthanol est à 0,70 centimes le litre, ici constaté dans le Gard, au 1er janvier 2022. Mon plein de 62 litres me coûte exactement 43,04 €. Avec ce plein, je fais 500 km réels. J'ai pris vraiment des valeurs absolues, pas vraiment extrêmes dans l'utilisation, mais des valeurs qui selon moi se rapprochent plus de la réalité, sans forcément faire attention à l'éco-conduite, sans vraiment faire attention aux accélérations, etc. En faisant gaffe, c'est vrai que j'arrive à faire généralement 50 à 100 km de plus. Mais ça, c'est vraiment plus fidèle à la réalité, selon moi. Donc, je fais une consommation moyenne, écoutez bien, de 12 litres 40 au 100, et ça me revient à 8,68 € les 100 km. Du coup, en 30 000 km, sans compter la reprogrammation moteur, les bougies spécifiques, etc., les pleins m'ont coûté 2 604 €. Maintenant, passons à la 98. 98, aujourd'hui au 1er janvier 2022, vous savez que ça a encore augmenté et que le prix moyen est d'1,68 €. Le plein, cette fois-ci, me revient à 104,16 € et je fais par contre plus de kilomètres avec la 98 puisque je consomme moins et je fais, on va dire, 600 km. En faisant 600 km, je rabaisse ma consommation à 10 litres 33 au 100 et ça me revient à 17,36 € les 100 km. Par contre, là, si j'avais roulé à la 98 pendant 30 000 km, ça m'aurait fait un total de 5 208 € de carburant. C'est énorme. Maintenant, passons à la 95 E10. J'ai volontairement mis de côté la 95 puisqu'elle est de plus en plus rare et que ça n'apporte pas forcément un gain de conso par rapport de la 98 à 95 E10. Donc, là, cette fois-ci, ça fait 10 centimes de moins que la 98 et le prix moyen est d'1,58 €.
Là, cette fois-ci, le plein de 62 litres me revient à 97,96 €. Je pars du principe également que le moteur de l'ATT, à savoir le 1,8 litre ou le 2 litres, n'ont pas été mappés d'origine avec la 95 E10, ce qui est le cas sur les moteurs plus récents, mais à la 98. Donc, le fait que ce ne soit pas mappé d'origine à la 95 E10, ça va générer une légère surconsommation par rapport à la 98. J'ai établi du coup qu'avec le plein de 95 E10, je faisais 550 km, soit 50 km de moins que la 98. Ça me fait désormais une consommation au 100 de 11 litres 27, et ça me fait à 17,81 € les 100 km. Donc finalement, vous voyez que au bout de 30 000 km, ça coûte moins cher de rouler avec la 98, même si le prix au litre est plus élevé que à la 95 E10. Je viens d'ailleurs de le comprendre là, c'est assez surprenant. Ça me fait un total à la 95 E10 sur 30 000 km de 5 343 €. C'est encore une fois énorme. Prenons maintenant en compte les coûts liés à la conversion éthanol, puisque jusqu'à présent, je n'avais pas indiqué les prix avec la conversion éthanol, les bougies, les bobines et le filtre à essence qu'il faut remplacer donc lors de la conversion. Donc là, on va vraiment repartir du début. On va dire que c'est aujourd'hui que vous venez de convertir votre véhicule à l'éthanol. Félicitations. Pour rappel, ça vous a coûté 450 € la reconversion éthanol. Vous avez là-dessus les frais liés aux bougies et bobines, puisque ça, malheureusement, vous ne l'aviez pas prévu, vous n'avez pas anticipé, vous n'avez pas acheté sur Amazon ni Autodoc. Donc là, je pars vraiment du principe que vous vous êtes rendu chez votre fournisseur de pièces automobiles et que forcément, vous avez payé plus cher que sur les sites internet. Donc il y a encore des coûts un peu plus bas en réalité, puisque vous pouvez encore économiser. Donc sur 1,8 litre et 2 litres TFSI, à savoir que c'est les mêmes pièces, bougies et bobines, ça coûte 230 €. Voilà. À savoir que la différence entre les bougies Iridium et les bougies standards, généralement il y a une quinzaine d'euros de différence sur les quatre, donc c'est pas énorme. Vous pouvez toujours gratter 15 €, mais ce serait un petit peu bête, en sachant que l'Iridium apporte le fait que la combustion est meilleure, puisque elle permet d'enflammer des mélanges plus pauvres qu'avec la 95 ou 98 normales. Elles sont également plus renforcées, donc elles tiennent plus longtemps, même si je vous préconise de remplacer quand même fréquemment les bougies et les bobines beaucoup plus proches que ce qui est annoncé réellement par le constructeur. Bref, du coup, entre la reprogrammation, les bougies, les bobines, le filtre à essence qui m'avait coûté 10 €, il faut rajouter donc tout cela au coût de l'éthanol sur 30 000 km, et ça me fait un total de 3 294 €. Donc là, dit comme ça, c'est un peu moins rentable, mais par rapport à de la 98, il y a quand même 1914 € d'économisés, et par rapport à de la 95 E10, il y a 2049 € d'économisés. Donc ça reste rentable. Parlons maintenant de la surconsommation liée à l'éthanol, puisque je ne vais rien vous apprendre en vous disant que pour rouler à l'éthanol, il faut rouler plus riche qu'avec la 95 ou 98 normale, puisque l'éthanol d'origine est plus pauvre en carburant. Donc, pour ceux qui ne voudraient pas faire le calcul et qui ont déjà mal à la tête avec tous les chiffres que j'ai donnés, je vais vous donner directement les chiffres, ne calculez pas, ça sert à rien. Par rapport à la 98 normale, à l'éthanol, je surconsomme de 20%. Donc vous pouvez constater que c'est pas énorme. Et par rapport à la 95 E10, c'est encore moins, je surconsomme uniquement de 10%. Donc vous pouvez constater que par rapport aux chiffres qui sont donnés en moyenne, c'est pas énorme, mais ces chiffres, je tiens à préciser, vont dépendre de plusieurs choses, de plusieurs facteurs. Ils vont dépendre de l'entretien du véhicule, ils vont dépendre des antécédents du véhicule, si l'ancien propriétaire ou pas a saccagé ou pas le véhicule, et surtout, va dépendre du reprogrammateur. Puisque malheureusement dans ce monde, vous avez tout type de professionnels, vous avez les bons et les moins bons. On va pas dire les mauvais, puisque ça c'est assez négatif, péjoratif, mais on va dire qu'il y a des moins bons. Et si vous êtes dans le Gard ou dans le Vaucluse, ce que je pourrais vous conseiller, c'est reprogrammation 84. Puisque, encore une fois, je ne suis pas affilié, pas du tout sponsorisé par lui, il ne sait d'ailleurs pas que je parle de lui en bien aujourd'hui, mais franchement, aujourd'hui, trouver quelqu'un qui vous propose des conversions éthanol, vous en trouverez pratiquement à tous les coins de rue, mais des personnes qui déjà garantissent 5 ans les cartographies et qui vont préférer vous dire de ne pas faire ça, quitte à gagner un peu moins d'argent, c'est rare. Et c'est exactement ce qui se passe avec cette personne, c'est que là, par exemple, la reprogrammation de la TT, le stagiaire il m'a dit tu peux y aller, il n'y a pas de problème. Par contre, sur la Golf 6 GTI de mon collègue, il a carrément dit non, stagiaire je t'en fais pas, puisque les injecteurs
les turbos sont fragiles sur les Golf 6 GTI, et je préfère ne pas te proposer la version stage 1, uniquement la conversion éthanol, pour ne pas être embêté plus tard. Alors certains vont lui reprocher que il prend peu de risques, mais bon, d'un autre côté c'est très bien, c'est très correct. Et notamment la Skoda, ma soeur, qui est uniquement en conversion éthanol, qui a fait plus de 40 000 km, puisque ma soeur roule encore plus. La conversion sur le Caddy de mes parents, franchement, aucun problème. Après, ce que je tenais à vous préciser à l'éthanol, c'est qu'il met en lumière 2 points principaux, à savoir le respect premièrement des échéances d'entretien, puisque si de base vous n'êtes pas très rigoureux, vous risquez d'être embêté à l'éthanol, mais à l'essence même standard, puisque ces moteurs, pour rappel, quand même 1,8 litre et 2 litres sont fragiles. Et ça va mettre également en lumière le fait que les pompes haute pression sont dimensionnées ou pas pour sortir davantage de débit, puisque malheureusement, c'est assez récurrent sur les moteurs français, les constructeurs vont à l'économie et du coup mettent des pompes haute pression qui sont vraiment limites, déjà limites en fonction des puissances que sortent les moteurs, notamment sur les PureTech et THP. Donc là, si vous leur demandez 33% de plus à l'éjection, forcément ça ne suivra pas, et encore pire si vous leur demandez un stage 1, ce qui va se passer c'est que au bout d'un moment, les pompes ne vont plus suivre, et ça va tourner trop pauvre, et du coup ça va vous trouver les pistons. Je vais vraiment déconseiller la conversion éthanol sur les moteurs français. Je ne connais pas vraiment le TCE, donc je ne vais pas m'avancer dessus, mais tout ce qui est PSA, vraiment à bannir, puisque sans être mauvaise langue, c'est déjà des moteurs qui ont du mal à être fiables, de même à l'essence normale, donc éthanol vraiment à proscrire. Après, je sais que la personne que je vous ai conseillé propose quand même la conversion éthanol dans certaines conditions sur ces moteurs, mais vraiment sous certaines conditions, vraiment proscrit le stage 1. Et encore une fois, c'est possible sur ces moteurs français de les fiabiliser, de les rendre compatibles avec l'éthanol, mais ça va engendrer beaucoup de frais, puisqu'il va falloir remplacer les pompes haute pression, mettre des renforcés, mettre des injecteurs plus renforcés également, et renforcer également les turbos si vous voulez faire un stage 1, donc c'est vraiment pas rentable. A l'inverse, comme vous l'avez compris, les moteurs TFSI, TSI, voire les moteurs allemands en général, eux ne souffrent pas généralement de ce problème, puisque, pour rappel, encore une fois, tout ce qui est périphérie, donc pompe haute pression, injecteurs, etc., sont mieux dimensionnés, voire un peu plus tolérants, du coup, aux futures modifications à venir. Donc, tout ce qui est conversion simple éthanol ne va pas poser généralement de problème. En revanche, si vous voulez faire un stage 1, voire un stage 2+, il faudra cette fois-ci se renseigner auprès de votre préparateur et voir la génération du moteur. Concernant les démarrages à froid, je sais que beaucoup ont remonté certains problèmes de démarrage à froid. Pour ma part, généralement quand la carto est plus ou moins bien faite, vous n'avez pas de problème. Dans tout mon entourage, seul Sidan qui a la Golf 6 GTI est embêté. Bon, c'est pas un gros problème, il suffit juste de mettre un petit peu de gaz au démarrage, sinon la voiture cale et il faut la redémarrer, et cette fois-ci elle redémarre directement. Donc c'est pas forcément une très grosse galère où là il faut insister sur le démarreur, c'est pas du tout le cas. C'est juste, je pense, un petit réglage au niveau de la cartographie à faire, même si le préparateur, pour l'avoir un petit peu recontacté, nous a dit que généralement sur les Golf 6 GTI ça se passait globalement bien. Mais hormis ce petit problème-là, vous n'aurez pas dans l'ensemble de problèmes de démarrage. Enfin, terminons cette vidéo en répondant à 2 questions que sûrement vous vous posez. La première, est-ce que c'est légal de rouler sur la route à l'éthanol? Et la seconde, est-ce que mon véhicule, qui soit ou pas sous garantie, peut être pris en charge par le constructeur alors qu'il est reprogrammé éthanol? Alors, pour répondre à la première question, malheureusement, aujourd'hui, le seul boîtier qui est reconnu conforme, homologué, légal par l'État, c'est le boîtier éthanol homologué par l'État et qui nécessite du coup un installateur reconnu et agréé par l'État. Donc ce boîtier est plus cher, et là où je ne suis pas favorable là-dessus, c'est que selon le constructeur du boîtier, il ne va pas prendre en compte l'usure du moteur, ce qui est le cas notamment sur une reprogrammation moteur qui, si elle est bien faite, va prendre en compte les spécificités de votre moteur, puisque 2 moteurs ne sont pas forcément identiques en fonction de l'usure, etc. et des années. Pour avoir maintenant consulté tout ce qui est force de l'ordre, également assureur concernant la légalité de la reprogrammation moteur, bon, sur le papier, c'est clair et net, c'est illégal puisque ce n'est pas reconnu officiellement par l'État, mais même eux reconnaissent volontiers qu'il y a un certain flou là-dedans, puisqu'il faut vraiment, en cas d'accident mortel, qu'on puisse prouver que c'est le carburant qui est en cause, ce qui est très rarement le cas. Il faut qu'on puisse également accéder au calculateur moteur, et même eux me disaient qu'en cas de gros accident où la voiture est pulvérisée, généralement on ne peut pas lire correctement, voire pas du tout, le calculateur. Donc, partez du principe que ce n'est pas légal, même s'il y a un certain flou là-dessus. Partez également du principe que le boîtier reconnu par l'État peut
être pris en charge une partie par votre région. Donc finalement, mis bout à bout, le boîtier peut coûter aussi cher qu'une reprogrammation moteur qui, elle, pour le coup, n'est pas légale. Et sachez également que vous pouvez du coup convertir votre carte grise par une carte grise verte, donc carte grise éthanol, ce qui n'est pas possible avec une simple reprogrammation moteur. Et pour terminer cette vidéo et répondre à la dernière question, est-ce qu'un constructeur peut me refuser une prise en charge garantie s'il s'aperçoit que mon véhicule est converti à l'éthanol? La réponse est malheureusement oui. Et je reconnais volontiers que c'est tout aussi absurde que de vouloir refuser à tout prix des reprogrammations de moteurs qui sur le papier sont meilleures que ce boîtier homologué par l'État, mais c'est comme ça malheureusement. Et il faut savoir qu'aujourd'hui, le seul constructeur qui reconnaisse officiellement l'éthanol, que ce soit d'origine, reprogrammé ou pas avec le boîtier de l'État, ben c'est Ford Europe qui vraiment a tout compris pour le coup. Après, ça va vraiment dépendre des concessions et des marques, puisque là j'ai vraiment deux exemples à vous citer. Le premier, ben, c'est Sinan, hein, donc Sinan, si tu passes par là, tu as le bonsoir. Et Sinan du coup avait acheté une Golf 6 GTI à quelqu'un qui se trouvait sur Aix-en-Provence. Il faut savoir que la voiture était suivie depuis le début chez Volkswagen à Aix-en-Provence et ils avaient vent également que la voiture était reprogrammée éthanol. Et ça n'a jamais posé de problème. Le seul problème, c'est que quand Sinan a acheté cette voiture à Aix-en-Provence et qu'il l'a ramenée chez Volkswagen ici dans le Gard, Volkswagen, quand ils ont vu, quand Sinan a été un petit peu trop honnête en leur disant elle est reprogrammée éthanol, ils n'ont pas du tout voulu la toucher, alors que jusqu'à présent, depuis 7 ans, elle était suivie chez Volkswagen Aix-en-Provence. Après, j'ai également un second exemple à vous donner, c'est celui de Vincent. Donc, Vincent, si tu passes par là, également, tu as le bonsoir. Vincent avait voulu cette fois-ci faire les choses dans les règles de l'art, mettre un boîtier éthanol homologué par l'État pour pas être embêté sur la route et également par l'assurance et le constructeur. Mais malheureusement, lorsque il a acheté cette Golf 7, il s'est aperçu qu'il y avait un problème d'embrayage. Volkswagen a bien relevé le défaut d'embrayage et l'a bien pris en charge. Mais lorsqu'ils se sont aperçus que la voiture était reprogrammée éthanol avec le boîtier et la carte grise, ils ont dit, monsieur, vous êtes bien brave, mais ce n'est pas pris en charge par Volkswagen, puisque Volkswagen n'a pas sorti officiellement de voiture éthanol. Moralité, que vous ayez recours ou pas au boîtier homologué par l'État, ça va vraiment dépendre de vous et de votre chance si le constructeur officiellement ne reconnaît pas les véhicules reprogrammés éthanol. Puisque, encore une fois, on pourrait penser que la reprogrammation va se voir un petit peu moins que le boîtier. Ça, c'est vrai. Mais sur le papier, c'est vrai et c'est faux. Puisque si, encore une fois, la reprogrammation était bien faite, ça va pas forcément se voir. En revanche, si ça a été mal fait, on va voir que on a eu accès au calculateur et que c'est pas un outil officiel Volkswagen. Donc là, il pourrait se poser des questions. Et bien sûr, si vous amenez votre véhicule et qu'il y a une analyse carburant et que vous n'avez pas remis le carburant d'origine dedans, et bien là, ça risque de se voir également. Mais bien sûr, si vous amenez par exemple votre véhicule pour un problème d'embrayage, que Volkswagen n'analyse pas le carburant et ne va pas chipoter dans les prises diagnostiques, et bien forcément il va avoir plus de chances de prendre en charge l'embrayage que si vous avez eu recours directement au boîtier officiel de l'État. Mais encore une fois, même si je reconnais que c'est extrêmement rageant de voir toujours les constructeurs se cacher derrière l'éthanol pour ne pas assumer leurs responsabilités, dites-vous que pour vous consoler, vu l'économie que vous avez faite au E85 par rapport au carburant standard, vous pouvez malheureusement tout à fait assumer le coût de cette pièce-là, puisque vous l'aurez payé avec l'économie réalisée à l'E85. Voilà les amis, j'espère que vous y voyez un petit peu plus clair dans tout ce bric-à-brac qui est lié à l'éthanol, de savoir si c'est légal, pas légal, etc. Si vous avez toutefois des questions, n'hésitez pas à les poster au bas de cette vidéo ou dans les commentaires du blog. Si vous avez, encore une fois, aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, la partager, à vous abonner à la chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait. Sur ce, je vous laisse, prenez soin de vous et à bientôt.